Bonjour à toutes mesdames et messieurs, atterrissage en douceur sur la planète du matin. Bienvenue à cet autre rendez-vous de la semaine estampillé numéro 3 pour les matinales en direct d'Abidjan, de Yamoussoukro qui dit bonjour au monde entier. Merci d'être avec nous et surtout merci de toujours contempler le magnifique sourire de ma voisine Alix Kokola. Bonjour Alix. Bonjour Marco, bonjour à tous. Bienvenue à ce troisième numéro de la semaine. Oui, on pourrait s'y perdre avec le férié d'hier, mais non, nous sommes bien mercredi 21 novembre 2018 et nous allons terminer la semaine tout doucement avec vous. Demain, ça fera pile poil un mois que nous avons lancé cette nouvelle saison de la matinale. Ça passe tellement vite. Ouais. Et puis on commence à voir le rythme maintenant. Voilà. Oui, ça va. Ouais, ça va maintenant. Ça va. Alix a fait son baptême, tout ça. Elle a enchaîné des gasoils pour être là le Non, lundi. mais attendez. C'est comme ça qu'on fait le test. Le test pour voir un peu si vous tenez le matin. Moi, parce je ne que, gaze pas. Ouais, non, le test, ça c'est le bisoutage positif. Et elle a réussi haut les mains. On salue également tous ceux qui permettent donc que cette émission soit sur pied chaque matin. La réalisatrice, la rédactrice en chef, toute l'équipe, toutes les équipes techniques. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée de la télévision, journée mondiale de la télévision. Et Alix, nous aurons un invité XXL pour tout son savoir, pour cette bibliothèque vivante de la RTI. Voilà, vous avez lâché l'adjectif, le superlatif, mais il pourrait en avoir d'autres encore. C'est une mémoire vivante de notre télévision ivoirienne. Monsieur Ousmane Dindane sera avec nous pour parler, bien sûr, de cette journée mondiale de la télévision. On va encore se souvenir des grands moments de la télévision et puis se projeter sur l'avenir. Et ce ne sera pas tout. On aura bien sûr nos rubriques satellitaires, diététiques. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Dans la diététique, on va parler un peu de thé. Oui, des vertus du thé. Ah oui. Qu'il soit vert, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune, le thé. Qu'est-ce que ça a comme vertu thérapeutique? Et bien, on va en savoir, plus dans notre rubrique. Et puis, on aura des photos de petit-déj, de quoi faire saliver Alix, qui aime les bonnes choses, surtout le matin en petit-déj, n'est-ce pas? Ben oui, c'est vrai, on n'a pas tellement la chance de livrer tous les secrets aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'adore le bon chocolat. Oui, en plus, si vous voulez faire plaisir à nous sommes Alix. premiers producteurs de cacao, donc voilà, il faut y aller. Ça me donne une idée des cadeaux de Noël aussi, tout ça. Vous avez déjà commencé à faire des magasins pour mes enfants? Ce week-end, c'est prévu pour ce week-end, On va pour se croiser alors, se les perdre, ne pas se plonger dans la frénésie après des derniers jours. Donc, oui. Et voilà. figurez-vous qu'il y en a qui ont commencé depuis octobre. Hein. Ah ben c'est la bonne Il paraît méthode. que c'est à cette période-là que les cadeaux sont les moins chers. Est-ce que c'est vrai? Oui, pour... Est-ce qu'on a les bons cadeaux en octobre comme ça? Ah oui, c'est vrai. Après, c'est pas tellement achalandé, donc pas trop. on n'a pas de choix. Et puis les enfants ont leurs préférences. Hein. Une année, c'était les iPads, après les overboards. Les trottinettes et tout, oui. Cette année, on ne sait pas ce qu'ils nous réservent. Hein. Ben, vous je avez vous une idée? assure, non, du tout. Je cogite, mais bon, peut-être que les téléspectateurs peuvent nous donner des idées. Et les on enfants, vous attend. Alix, les enfants sont tellement intelligents. On était à la messe dimanche avec ma deuxième fille et puis le prêtre a dit « L'année va finir, mesdames et messieurs, n'oubliez pas les promesses. » Et elle me regarde comme ça. Je dis « Mais qu'est-ce que Promesses et bonnes résolutions de janvier, ça poursuit jusqu'en fin d'année. Du style, papa, c'est pas moi qui dis, hein, c'est le prêtre même qui a dit. Tout cela pour vous dire, mesdames et messieurs, qu'on est très heureux d'être avec vous. On ne dit pas, voilà, pour parler comme quelqu'un. Voilà, on est avec tous les Dougoutigui. Il y a un Dougoutigui qui viendra nous parler un peu de sa passion pour la télévision et tout ce qu'il a pu compiler, toutes les images qu'il a pu avoir en cette journée mondiale de la télévision. On salue tous les soldats du petit écran et surtout pas les animateurs, ceux qu'on ne voit jamais, mais qui abattent un travail colossal. Exactement. En tout cas, c'est une chaîne, on va dire, de compétences qui réussissent à nous porter. Parce que nous sommes juste la vitrine. Mais derrière, c'est une grosse machine. Merci à vous tous. Le flash, il est 5h59. Régis Kofi a déjà installé. Et puis, on va aller maintenant pour le flash. Première salve de cette édition de Matin Bonheur. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a pris part hier à la célébration officielle du Maoulid, un événement qui commémore la naissance du prophète Mohammed. C'était à la mosquée de la Riviera Golf. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Aboulin. À l'égard du prophète Mohammed dans le Saint-Coran. Par conséquent, il le qualifie de miséricorde pour l'humanité, d'homme généreux, doté d'une grande moralité. Autant de qualités que les musulmans de Côte d'Ivoire revisitent chaque année lors du Maoulid ou la commémoration de la naissance du dernier messager de l'islam.
Moment de spiritualité que n'a pas voulu manquer le président Alassane Ouattara. Surtout que cette année, le Conseil supérieur des imams, COSIM, a focalisé la célébration sur la culture de la paix à travers le thème « Les fondements d'une société stable » selon les enseignements du messager de l'islam. Le messager, outre la paix, instauré à rechercher et cultiver des valeurs qui ont servi de fondement pour construire et consolider la stabilité de son pouvoir. Ce sont entre autres la foi et la crainte de Dieu, l'humilité et la sagesse, la justice et l'équité, la tolérance et le pardon, la sincérité et la franchise, le respect et la considération de l'autre, la fraternité et la solidarité. Le président du COSIM, Cheikh Bouakari Fofana, invite pour sa part les croyants musulmans à s'inspirer des valeurs de paix incarnées par le prophète Muhammad. À tout point de vue, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est et demeure le modèle le plus parfait et le meilleur exemple à suivre. En tout cas, le musulman qui aspire à devenir un Ivoirien nouveau se doit de s'en inspirer. Tous les ingrédients individuels et collectifs s'y conjuguent de façon harmonieuse et conduisent vers une véritable réforme de l'individu et partant de la société tout entière. Au nom du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remercié le COSIM pour ses multiples initiatives visant à consolider la cohésion sociale. Le président de la République est très sensible à vos prières quotidiennes, à vos actes d'adoration, à vos messages de paix, d'amour pour la promotion et la consolidation des liens de fraternité entre les Ivoiriens. La présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici ce soir, est l'expression de la profondeur de sa foi, mais elle est aussi un acte d'encouragement à votre endroit pour vous inviter à davantage de prières afin que la paix et la cohésion se renforcent dans notre pays. Pour rappel, le prophète Muhammad est né le 12 du 3e mois du calendrier hégirien. Entendez le calendrier musulman. Abidjan est en ce moment la capitale de l'agro-industrie et de l'emballage. Le 5e salon international des industries agroalimentaires, plastiques et de l'emballage dénommé AgroFood a démarré. À cette grande foire, 17 pays proposent leurs produits et savoir-faire technologiques. Une occasion de présenter les opportunités d'investissement agricole offertes par la Côte d'Ivoire. Lassine Bakayoko. C'est la première fois que cette exposition, la 5e du genre sur le continent, se déroule en terre ivoirienne. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'agroalimentaire. C'est-à-dire tout ce qui est snack, la farine, le riz, les bonbons et aussi les détergents. La Côte d'Ivoire, c'est un bon marché. Comme cette entreprise allemande, de nombreux autres exposants internationaux présentent leurs derniers produits et profitent de l'occasion pour développer de nouvelles affaires. La Côte d'Ivoire, un débouché intéressant en pleine croissance avec une abondance de ressources naturelles, principalement agricoles. La production aujourd'hui ne fait plus défaut en Côte d'Ivoire. Ce qui fait défaut, c'est sa transformation. Et là, je voudrais vous dire qu'à plus d'un titre, le gouvernement de mon pays est intéressé par cette problématique. Message reçu 5 sur 5 par le Royaume des Pays-Bas qui, en marge du salon, a inauguré un programme de développement des secteurs fruits et légumes appelé Hortifresh. Je suis très heureux qu'aujourd'hui l'équipe d'Hortifresh soit ici pour présenter le projet et surtout la possibilité de financement pour les entreprises ivoiriennes de fruits. Ce programme, destiné à accroître la compétitivité de la production agricole sur le marché d'exportation régional et européen, comprend la mangue, la papaye, les noix de coco, les pastèques, le melon sucré, le fruit de passion ainsi que les agrumes. Ce sont des filières pour lesquelles nous avons vraiment un potentiel, comme vous l'avez dit,
Et ce potentiel, pour qu'il puisse être exploité de manière pleine et entière, il faut lever un certain nombre de freins. Et l'un de ces freins, c'est le financement. De 12 millions de tonnes en 2012, la Côte d'Ivoire est passée à 24 millions de tonnes, toutes spéculations agricoles confondues. 52 micro-projets de jeunes ont été financés à Yopougon, une opération de l'État ivoirien en partenariat avec le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. Ces deux entités ont procédé lundi au lancement de la phase de financement des projets générateurs de revenus. Un projet qui s'étendra dans d'autres villes de Côte d'Ivoire et qui, selon les initiateurs, permettra aux jeunes de participer à la consolidation de la paix dans le pays. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 6h30. Ça va, Régis? Merci. Merci. Ça va très bien. Très bien. Okay. Mais vous savez, tout à l'heure, on a le sport. Vous, généralement, vous travaillez quelle partie du corps? Et regarde ces muscles en même temps, tout de suite. Le costume, il n'est pas un peu rembourré? Oui, abdos également. Okay. Abdos. Et puis les biceps. Les biceps. D'accord. Okay. C'est un grand sportif, hein, Régis. Ben oui, ça se voit, ça se voit. C'est pas que le costume. Il y a du muscle en bas. On salue également tous ceux qui étaient avec nous depuis plusieurs années maintenant pour la matinale au niveau du journal. Vraiment, on aimerait saluer et embrasser Hamza Diaby et Maï Sakogei qui vraiment nous ont tenus. On est très heureux de savoir que ces personnes encadrent les nouveaux venus et ça fait plaisir. La suite, Alix, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On part pour le sport avec le coach Niamke qui vous fait travailler un circuit simple au poids du corps. Mesdames, messieurs, débarrassez tout ce qu'il y a au salon, faites de la place et allez-y pour le sport. Bougez! Bougez, bougez! Bonjour tout le monde et bon matin, j'espère que vous avez bien dormi. Petit circuit aujourd'hui au poids du corps comme toujours. 3 exercices à répéter 3 fois. Circuit simple. Premier exercice, on met un alignement au niveau de la poitrine, on va courir sur place, donner des coups de poing sur place, d'accord? On cherche à tendre le bras au maximum et alterner le mouvement. 5, 4, 3, 2, 1, on court sur place, on tend les bras, on part pour 20 répétitions. Allez go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, super. Deuxième exercice, ça sera des squats. Des squats, j'ai pensé à vous mesdames, des squats pour renforcer les jambes au maximum. Jambes écart largeur des épaules, on envoie le bassin loin derrière, on descend squat. Et on remonte. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. Un squat. 20 répétitions. 2, 3, 4, 5. Gardez bien toute la surface du pied au sol. Focalisez-vous sur vos talons. 8, 9, 10. Encore 10 répétitions. 11, 12. Genoux vers l'extérieur. 13, 14. Ok, parfait. On va au sol. On se couche sur le dos. On va tendre les jambes vers le haut. Si vous n'arrivez pas à les tendre, vous pouvez les fléchir. Il n'y a pas de problème. On tend les jambes vers le haut, les bras en arrière. On va essayer de toucher la pointe du pied et redescendre. Toujours 20 répétitions. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On vide l'air à la montée. 8, 9, 10. Parfait. Allez. On reprend le premier exercice. Les coups de poing sur place. On repart. Cette fois-ci, on va faire des rotations. Aller-retour. Ça fait une répétition. D'accord? On va aller faire ça 10 fois. Allez, go. On fait des coups de poing en faisant une rotation. On va ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. On change de côté. 1. On change de côté. 2. Bougez, bougez. 3. Rotation. 4. Rotation. 5. Dans l'autre sens maintenant. 6. On tend le bras. 7. On bouge, on bouge, on bouge. 8. On tend, 9. Et 10. On termine le mouvement. Ok. On va faire des petits squats maintenant. On va faire des squats complets. Maintenant, on fait de tout petit en bas à 20 répétitions. Allez, go. 1, 2, 3. On voit le bassin bien en arrière. Vous devez sentir l'arrière des jambes tirées. 6 et les fessiers. 7, 8,
9, 10, parfait. On repart au sol. Cette fois-ci, on va croiser les bras et mettre les mains au niveau des épaules. Jambes tendues vers le haut. On voit les coudes au niveau des cuisses et redescendre. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. 1, 2, 3. 20 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. N'oubliez pas, pour tous les exercices avec les jambes tendues, si vous n'arrivez pas, vous pouvez toujours réfléchir. Dernier exercice. On fléchit légèrement les jambes. On va donner 5 coups de poing avec les mains ouvertes et donner 2 coups de pied. On va faire ça 5 fois. D'accord? On fléchit légèrement les jambes. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Un coup de pied. Un deuxième. Et on repart. D'accord? Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 1, 2. On repart. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. On repart. 1, 2. C'est le troisième. 3, 4, 5. 1, 2. Go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Un dernier pour moi. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Un coup de pied. Un deuxième. Ça fait du bien de transpirer le matin. Petite séance terminée. Je passe l'antenne à Marco, à Alix. Belle séance de sport. Je suis fier de vous. Vous avez bien bougé ce matin. Bonne journée. Au revoir. Il donne de sa personne. Ah oui, hein, il mouille le maillot comme on le dit. Eh oui, eh oui, eh oui. Est-ce que vous savez le nom de la personne qui est passée pour la première fois à la télévision ivoirienne? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Quelles sont ses initiales? Bon, je vous mets sur la voie. FS. Je ne vous dis pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Maintenant, le doyen va confirmer ou infirmer l'information. On parie, hein? Oui. FS. Et la légende raconte que lorsqu'elle s'est vue à l'antenne, elle a voulu aller regarder. Et à l'époque, le directeur général a dit, va t'asseoir là-bas. C'est pas que c'est en direct, c'est le premier visage. Premier visage que les Ivoiriens ont pu voir, c'était dans les années 60. Mais on aura vraiment la personne idoine. On dit, dans les années 60, Alix et moi, on avait peut-être 20, 21 ans. Hein. On était déjà âgés, nous. Oui, Highlander, on a combien de vies? René Caillé. Allez, la suite, Alix, on va boire du thé maintenant, qu'il soit rouge, jaune ou vert. En tout cas, il a plusieurs vertus et donc on vous invite à les découvrir. Les variétés de thé. Nous prenons tous en moyenne une tasse de thé dans la journée, soit au petit déjeuner, soit au goûter, soit après le dîner. Avec l'aide du docteur Kwasi Jules, nous allons vous parler des différentes variétés de thé, comment les préparer et comment les consommer. Il existe plusieurs types de thé. Le thé blanc, il est produit à très petite échelle en Chine et au Sri Lanka. Le thé vert, on appelle souvent le thé vert thé non fermenté. Le thé semi-fermenté. Le thé semi-fermenté est fabriqué essentiellement en Chine et à Taïwan. Le thé rouge ou noir. Les méthodes et les variétés diffèrent selon la région productrice. Mode de préparation du thé. Quelques étapes simples vous permettront d'obtenir une infusion optimale à tous les coups. D'abord, bouillir de l'eau et plonger votre thé dedans. Laissez infuser le temps requis, généralement entre 3 et 6 minutes. Cette étape cruciale permet de faire une rotation de la liqueur et d'équilibrer les saveurs. Les bienfaits du thé sur l'organisme. Le thé régule la température interne du corps, calme l'anxiété, dissout les graisses, favorise la concentration. Il a des propriétés stimulantes, diurétiques et antibactériennes. En raison de ses pouvoirs antioxydants, il ne fait plus aucun doute que ses vertus contribuent à notre longévité en stimulant les fonctions du cœur, en renforçant le système immunitaire et en prévenant les mutations cellulaires. Comment consommer le thé? Le thé peut être consommé en tant que boisson de table. Il se prend alors léger, chaud, sans sucre ni lait ajouté. Sachez qu'au-delà de la consommation du thé, on l'utilise aussi en beauté. Pour un teint lumineux et rides effacées, une tasse de thé par jour suffit à cause de sa richesse en antioxydants. Ses propriétés drainantes en font une boisson détox efficace pour hydrater la peau, drainer le corps et même lutter contre les imperfections. Envie d'un teint purifié et frais toute l'année? C'est simple, buvez 3 tasses de thé vert par jour et le tour est joué.
en soins externes. Ses propriétés astringentes et antiseptiques aident à lutter contre les boutons grâce à la simple application d'un sachet de thé humidifié sur l'imperfection, toute la nuit si possible. Autre action du thé, celle sur les yeux gonflés. Manque de sommeil, yeux irrités, cernes, la théine a un effet stimulant sur le corps. J'espère que vous avez bien suivi, surtout retenez que le thé est un allié pour la santé et pour la beauté. Le thé, un allié pour la beauté et la santé. C'est bien dit ça. Merci beaucoup pour cet élément. Allez, on va rester toujours dans la spirale, mesdames et messieurs, de tout ce qui est alimentation au niveau du matin, du goût, tout ça, de la saveur, avec le petit-déj. Tout de suite, on va voir des photos de petit-déj. Alix, attention, apprêtez-vous à saliver. Voici votre plat préféré du matin. Ça, c'est les boflotos, des galettes, hein, comme on le dit en bon français. Mais chez nous, à Abidjan, c'est des boflotos. Boflotos. C'est boflotos. Mais franchement, moi, je comprends. Réveillez le baoulé, Boflotos. Généralement, ça se déguste avec une bouillie de mil. Bien chaude. On sent que ça, avec un zeste de, on sent que c'est pour une famille nombreuse que c'est servi. Regardez, deux chacun. J'ai un ami qui appelle les gueuleleux. Il dit c'est des gueuleleux. Et comment, si on va expliquer ça à ceux qui nous regardent de l'extérieur, c'est quoi là? Comment le nom normal, c'est quoi? C'est des galettes. On va dire que c'est des galettes, oui. Des galettes. D'accord. Voilà. Ensuite, nous avons un autre univers. Ah ben ça, c'est vraiment bien équilibré parce qu'on a des épinards. Ça, c'est chez nous, ça. Très bon pour la circulation sanguine, apport en fer, les épinards, oui. Et puis des œufs. Des œufs. Aliments complets. Avocat, de l'avocat. Très bon pour le cœur. Oui. Pour, des oignons ou oignons, c'est selon. Un antibiotique naturel. Et ouais. Et puis, bref, c'est une petite sauce. C'est pour CSP+. On en a encore? Oui, dernière image, oui. Un tout autre univers. Cette fois, destination le Sénégal. Nagadef. Le Sénégal. Ça, c'est du Tchiboujen. Tchiboujen. Le Tchiboujen. Ah, avec l'accent. Il y a un endroit à Trècheville qui ne paie pas de mine, mais qui est l'un des meilleurs. Je vous en ai parlé la dernière fois. Qui est l'un des meilleurs. On parlait seulement, j'attendais à aller. Oui. Mais parce que quand on y va, on ne peut jamais imaginer qu'on a là le plus bon chef d'Afrique de l'Ouest. Ah ouais. Je vais vous envoyer là-bas un jour. Mais le temps pour nous de faire la revue de presse avec Ange Patrick et Oulier. C'est parti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse. La tournée politique européenne du ministre Kobena Kwasi Adjoumani, le procès de Charles Blé Goudé et la réaction de Simone Gbagbo sont les trois sujets évoqués par la plupart des journaux ivoiriens ce matin. Face aux militants du RDR-RHDP, Adjoumani a encore frappé et déconné à Paris samedi, indique Le Nouveau Réveil. Décryptage de son journaliste Edi Pé sur les injures et attaques gratuites contre le président Bédié et le PDCI RDA. C'est à découvrir dans l'apparition de ce 21 novembre. Le sursaut qui reprend des propos du ministre Adjoumani déclare « Le PDCI RDA est entré dans une logique de mensonge et de défiance ». Pour le patriote Adjoumani, de retour de France, notre message est bien passé. La presse de Côte d'Ivoire se fait également l'écho du procès de Charles Blé Goudé. Des officiers français livrent de graves témoignages, révèle Le Nouveau Courrier à sa une. Sur ce sujet, ce quotidien diffuse par ailleurs des révélations de l'hebdomadaire français Le Canard enchaîné. D'après le journal Le Temps, la défense met en pièces les arguments de Bensouda. À l'opposé, parlant toujours de Blé Goudé, Le Jour Plus s'étonne. Incroyable, le bourreau des Ivoiriens transformé en ange par ses avocats. Et pourtant, les faits sont là, s'indigne le confrère. La réaction de Simone Gbagbo fait aussi la une des journaux ivoiriens. Front populaire ivoirien, après les dernières décisions de Gbagbo, Simone réagit et lance en une Soir Info. Simone brise le silence, renchérit l'Inter pour le sursaut qui revient. Contrôle du Front populaire ivoirien, Simone Gbagbo choisit son camp et met fin à une grosse polémique. Article à découvrir dans les détails, dans les colonnes de ce quotidien. La presse ivoirienne revient par ailleurs sur une menace de licenciement qui pèse sur 123 agents du groupe Fraternité Matin, dont 11 journalistes.
Poursuivons notre revue de presse avec Le Monde Afrique qui dresse un portrait de l'Ivoirien et ex-attaquant de Chelsea, portrait intitulé Didier Drogba pour l'amour du football et de la Côte d'Ivoire. Alexis Biébo, l'auteur, explique que l'attaquant qui raccroche les crampons à l'âge de 40 ans est devenu une icône pour son pays où il a multiplié les appels à la paix pendant la crise politico-militaire. La dernière information dans notre revue de presse nous conduit en Égypte grâce au journal L'Inter. D'après ce quotidien ivoirien, un homme très fidèle à sa religion, et bien pour s'affranchir de son ignorance, va prendre l'initiative de regarder un film pour adultes dans un cyber. Surprise, il y découvre son épouse très à l'aise face caméra et qui plus est l'actrice principale. Rouge de colère, il va la rejoindre pour obtenir des informations. Niant les faits au départ, elle va finalement avouer qu'elle a tourné dans 11 films de ce genre lors de sa précédente relation. Voilà, Alix, Marcelin, c'était notre clé d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi. Nos commentaires. Merci, Patrick et Oli. Merci Franchement, beaucoup. vous avez des trouvailles. Hein. Je sais pas qui, là, ça c'est vraiment, ça c'est... Nos commentaires. Merci d'être avec nous rapidement, nous allons aller maintenant avec... Notre invité, c'est un passionné de télévision. Ceux qui le connaissent sur les réseaux sociaux savent ce dont il est capable. Monsieur Ousmane Dendane, on l'appelle la bibliothèque vivante, très appréciée donc, au sein de la Maison Bleue et même à l'extérieur parce qu'il nous livre toujours des pépites comme ça, des secrets. Il a vraiment de bonnes choses, Alix. C'est la mémoire, comme Marcelin l'indiquait. Il est avec nous ce matin pour parler bien sûr de cette journée mondiale de la télévision. Bonjour, doyen. Bonjour, Alex. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Marco, je vais bien. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous cette journée de la télévision? C'est une excellente chose. Parce que la télévision, c'est la compagnie. Vous pouvez passer le temps à la maison en compagnie seulement de la télévision. C'est dire que la télévision occupe notre espace, occupe nos activités et on ne peut pas s'en défaire. Et avant de poursuivre, on ira pour un élément. Oui, tout à fait. On a concocté et puis juste après, on va rebondir là-dessus. Souvenez. Peut-être 8 ou 10. On voulait être tous reporters radio ou reporters sportifs radio. Mais en tout cas, on avait presque tous choisi la radio. Et notre formateur là, Yobo, je ne sais pas si tu te rappelles de son nom, le blanc là. Il a dit... Guy Breton. Guy Breton a dit... que je pense que vous prenez un chemin que vous ne connaissez pas du tout. Donc, on va prendre une semaine pour visiter la radio et une semaine pour visiter la télé. Et puis, c'est ce qu'on a fait pour découvrir tous les métiers. Et dès qu'on est reparti au centre, moi, j'ai pris ma feuille, j'ai dit, moi, je vais être assistant, réalisateur, chef de production, jusqu'à devenir grand producteur. À la télévision. À la télévision. Il n'y avait pas de décorateur, il n'y avait personne. On faisait tout. Et notre premier problème, quand on est arrivé, eux, ils sont venus de France. Donc, on les appelait les gens de l'Okora, Major Lafitte. Et nous, on avait formé ici, on nous appelait Okora Nobu, du nom du premier directeur de la maison. Quand on allait tourner, notre hantise, c'était le passage par le laboratoire. Parce que, je ne sais pas si la situation est rétablie aujourd'hui, mais à cette époque-là, la télévision n'avait pas de groupe électrogène. Donc, on subissait les coupures de courant comme tous les domiciles et toutes les entreprises de ce pays. Donc, une fois que tu n'as pas passé, ta pellicule n'a pas passé l'étape du développement, comme on dit, tu avais les chocottes. Parce qu'il suffisait de la moindre coupure d'électricité pour que tout le travail qui a été fait soit compromis définitivement, irrémédiablement. Puisqu'il faut reprendre la belle OL, repartir sur le terrain pour refaire un nouveau film. Donc, vraiment, c'était une étape importante. Ensuite, la couleur est venue quand nous, on était en formation à l'Okora. On était 2 Ivoiriens à faire ce stage. Voilà.
Et on a des précieux dévanciers qu'on a écoutés. M. Kofi Yoboué, ancien directeur, M. Georges Adou, on a aperçu Annie Camon, présentatrice. Et voilà, ça vous inspire quoi? C'était un sacerdoce avant. Mais justement, c'était un sacerdoce. Parce qu'on ne vient vraiment pas pour être riche à la télé à l'époque. Il fallait aimer. Et ces doyens, ces dévanciers nous ont tracé les signaux comment on appelle, de la passion du métier. Parce qu'un homme comme M. Kofi Yoboué, c'est un monsieur qui était très exigeant, il était très pointu sur les programmes. Moi, je dirais que c'était un oracle en matière de télévision. Parce que dès qu'on on lançait les nouvelles grilles, c'est lui qui était à la base de tout ça. Et c'était fabuleux ce que nous faisions à l'époque. Alors, et comment les choses s'organisaient? Aujourd'hui, on a différents démembrements, on a les départements chargés de production, on a plusieurs postes. Mais là, on a entendu, tout était fait par une seule personne, où ils s'inventaient même des postes pour travailler. Non, à l'époque, bon, je prends le cas des années 80. Au niveau au niveau de la production, les décorateurs étaient rattachés à la production. Très bien. Et la production était rattachée à la direction même des programmes. Et donc, Kofi Yoboué en était le chef. Donc, les choses se passaient de façon organisée. Chacun menait un peu, comme on appelle, sa façon de travailler en symbiose avec une équipe. Donc, il y avait un esprit de convivialité entre agents. On s'aidait. Parce que, figurez-vous, il y a l'animateur, par exemple, ou bien le journaliste, pour son émission, mettait la main à la pâte. Il ne laissait pas seulement au simple décorateur, tout le monde s'y mettait pour réussir en synergie, comme on appelle l'émission. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé. Bon, avec la numérisation et tout ça, il y a beaucoup de postes qui sont créés qui favorisent un peu l'élargissement de certains métiers qui n'étaient pas connus à l'époque, dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans la télé d'aujourd'hui, dans la télé d'hier qu'il n'y a pas aujourd'hui? Bon, vraiment la collaboration sincère. Parce qu'à l'époque, nous ne connaissions pas... Oh oui, parce que les gens ne sont pas sincères. Ils viennent vers vous juste parce qu'ils ont besoin de vous. En tout cas. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Les gens étaient vrais. Ils étaient vrais. Quand nous travaillions, par exemple, Georges Benson, il faisait venir des plats de chevilles à la maison. Dira Youssouf en faisait de même. Et ça a inspiré d'autres producteurs d'émissions qui en faisaient aussi les mêmes choses, comme le Studio 302. Comme je l'ai dit tantôt ailleurs, à 3 h du matin, il est venu. Bon, ben, finalement, nous sommes entendus. Et chaque fois que nous travaillons pour le Studio 302, il se mettait à notre disposition. Bon, les choses se sont très très bien passées. Aujourd'hui, bon, les choses ont évolué. Telles que nous voyons les choses aujourd'hui, bon, ça ne peut pas être... Bon, moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, on n'exploite pas suffisamment nos archives. Donc, je me fais un peu le porte-parole des archives, des fois en publiant des émissions de l'époque et tout ça. Donc, ça fait que les gens s'intéressent maintenant aux archives. Vous voyez? Donc, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Il n'y avait pas trop d'animosité. Bon, tout s'est passé très bien. Et justement, vous avez parlé des archives. Vous êtes conservateur d'archives au service Direction Fiction et Archives ici à la RTI. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui de tout ce qu'on a pu emmagasiner? Parce que l'évolution, on va dire, on crée toujours, on se dit qu'on va aller vers d'autres choses et laisser ce qui est passé. Non. Aujourd'hui, nous sommes dépositaires de toutes ces productions, parce qu'il y a près de 30 000 productions. Et on a pu numériser au moins 3 000. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a une effort qui est fait. Mais vous savez, il faut les valoriser, ces archives. Bon, de temps en temps, à l'émission C'est Midi, quand il y a une célébrité qui vient, bon, qui est connue à la télé, par exemple, on cherche les archives, bon, on vient chez nous. À part C'est Midi, bon, il n'y a pas véritablement une émission où on exploite les archives. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Sinon, il y a des gens qui aimeraient bien voir ces émissions d'époque. Parce que, de toute façon, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai posté une image d'une émission, mais les gens ont commencé à faire des commentaires. On devrait initier une émission peut-être pour faire un feedback, lancer des séquences. Oui, absolument. Et en plus des émissions même, il faut un peu ce qu'on a, l'INA, en France, on a en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait ça en Côte d'Ivoire. C'est notre INA. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on manque cruellement
de matériel. Je veux voir les obsèques à l'instant du président Félix Houphouët-Boigny. C'est la croix à la bannière. Aujourd'hui, bon, on peut la faire. Si, c'est possible. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est grâce à vos efforts. Hein. Non, c'est grâce à la direction. À la direction, oui, qui a fait confiance aux archives. Parce que les archives, ce n'est pas un placard pour les agents. Mais aujourd'hui, c'était cette image péjorative que les gens faisaient passer. Quand vous dites que vous êtes aux archives, ils se mettent à rire parce qu'ils se disent, ben, dis donc. Il est au garage. Alors, il est au garage. Non, vous n'êtes pas au garage. Mais on fait la fierté de la télé. Bien sûr. Okay. Mais vous savez, on reçoit pas mal de consultants qui viennent pour les archives, des étudiants. Et justement. Et voilà. Nous avons osé déborder avec vous, parce qu'on a osé déborder toutes nos excuses, parce que c'est la journée internationale. Et on est passionné de télé, vous comprendrez. Il y a tellement de choses à dire avec M. Dendané, mais vraiment, on va le garder encore 2-3 minutes avec la permission de la rédactrice en chef, juste après les infos, le flash et la publicité. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura en début de matinée quelques pluies faibles dans le nord avant quelques belles éclaircies ne s'y installent. La bande centrale se verra progressivement gagnée par de larges éclaircies. Le sud forestier et le littoral, après un début de matinée brumeux ou faiblement pluvieux par endroits, se fera largement dominé par le soleil. Pour les températures de la matinée, la maximale sera de 25 degrés, elle s'observera à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 23 degrés la minimale à Bondoukou, à Boaké et à Daloa, 24 degrés à Dimbokro et à Gagnoa, 22 degrés à Korogo et à Mont, 22 degrés aussi à Odiéné, 23 à San Pedro, 24 à Sassandra, enfin 23 degrés à Tabou et Yamoussoukro. L'après-midi, le soleil sera encore présent sur l'ensemble du pays en y apportant de sa chaleur. Il fera donc chaud avec des températures pouvant aller jusqu'à 34 degrés. Toutefois, en milieu ou en fin de période, on observera localement des bourgeons nuageux qui déboucheront sur des pluies parfois orageuses de la bande centrale, le sud forestier avec des débordements possibles sur le littoral. Pour les températures de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, 32 à Boaké et à Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 33 à Gagnoa et à Korogo, 31 degrés à Mont, 32 à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Le développement de l'actualité africaine. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa est dans le viseur de l'opposition. Les principaux partis d'opposition demandent une enquête indépendante sur l'affaire des 36 000 $, environ 20 millions de francs CFA versés pour le financement de la campagne du président Ramaphosa, alors qu'il briguait le poste de chef de l'ANC, Congrès national africain, l'année dernière. La première femme noire, professeure d'histoire du Royaume-Uni, déclare espérer qu'elle ne sera pas la seule à atteindre ce niveau. Olivette Otele a été nommée professeure et titulaire d'une chaire d'histoire par l'université Batspa le mois dernier. Moins d'un professeur d'histoire sur 100 travaillant aujourd'hui au Royaume-Uni est d'origine noire. Selon une étude récente de la Royal Historical Society, environ 94% sont des Blancs. Au Sénégal, une houle exceptionnelle attire les surfeurs à Dakar. Des surfeurs ont profité dimanche et lundi d'une houle exceptionnelle sur les côtes du pays pour dompter la vague de Wakam, peut-être pas la plus haute, mais une des plus belles selon les spécialistes. Je vous propose de suivre à présent la réaction de quelques surfeurs. De la revoir cette vague et donc finalement la nature nous a gratifié aujourd'hui. On espère que ça va être une bonne année.
ce qui n'est pas toujours le cas. Vraiment une houle exceptionnelle et c'est une vague capricieuse. Elle a du mal à casser parce qu'elle est protégée par la falaise de Wakam. Et cette falaise, elle empêche la houle de venir à Wakam. Mais quand la houle vient, c'est une des plus belles vagues. Et c'est pour ça qu'elle est exceptionnelle. Ce n'est pas la plus grosse des vagues, mais c'est la plus belle. Et souvent, on a des vagues 1,50 m, 2 mètres. Mais aujourd'hui, il y a plus que ça et on est content. Et depuis hier qu'on surfe des grosses vagues et là, on est tellement content de surfer des vagues comme ça parce que c'est ça qui va nous faire progresser. C'est la fin de ce rendez-vous actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain retour de l'information à 7 h. Merci beaucoup, Régis. On vous retrouve à 7 h. Tout de suite, on revient avec notre... La télévision nous tient. La personne idoine pour la journée mondiale de la télévision. Monsieur Dendani, les archives, c'est quelque chose, c'est un art, c'est quelque chose de méthodique et nous devons faire la promotion. Absolument. D'ailleurs, même Mathé, on a fait aussi la promotion. Donc, les archives, on ne peut pas s'en défaire. C'est un peu l'histoire de notre passé. C'est l'âme de notre télévision. Et il est normal que de temps à autre, nous faisions des clins d'œil aux téléspectateurs pour qu'ils sachent, parce que les générations évoluent. Et si vous parlez par exemple de la mort de Fulgence, bon, pour des jeunes gens qui sont nés juste après, ne sauront pas. Moi, mes enfants, ils ne savent pas. Donc, c'est pour te dire, il faut absolument valoriser les archives. Et puis, il y a quelque chose qui me surprend quand même. Hein. Il y a la première pierre qui est encore là, qui existe ici. Encore là, mais les gens la côtoient chaque fois sans s'en rendre compte. Alors, j'aurais souhaité, par exemple, qu'on fasse un petit, je ne sais pas si c'est, ne serait-ce qu'une petite pancarte. Une stèle à côté. Voilà, pour immortaliser un peu cette pierre qui est isolée là. Les gens, même, deux fois, vont s'asseoir dessus sans s'en rendre compte. C'est la première pierre. Et puis, il faut être quand même sérieux, il faut être quand même curieux à la télé. Moi, quand je rentrais, c'est vrai que dans les débuts, on avait tous peur, mais par la curiosité, on se prenait un peu entre midi et deux dans les régies pour savoir qu'est-ce qu'on y faisait. Et donc, ça nous a permis d'ouvrir un peu notre espace de découverte pour savoir que les choses se passent comme ça. Bon, aujourd'hui, les choses se passent. Les choses ne se passent pas comme ça aujourd'hui. Puisque quand vous venez, bon, vous faites votre boulot et vous allez. C'est terminé. Bon, je peux vous donner un exemple. Hein. Il y a une secrétaire, je ne dirai pas le nom, qui a reçu de la visite et qui devait faire visiter un peu le studio. Mais elle a passé pratiquement 5 ans dans la maison, mais elle ne sait même pas où se trouve, comment on appelle, le service au montage, encore moins même le studio. Vous voyez que c'est un peu... Et pourtant, vous travaillez à la RTI, vous devrez être capable de savoir ici on fait quoi, ici on fait quoi. Pour rester dans le souvenir et la télévision, on peut avoir quelques grands noms, des anecdotes pour les plus jeunes. Bon, moi, l'anecdote qui me revient souvent, c'est... bon, je ne parlerai pas. Je parle de le face-à-face. François Louga, Baïs Pinto. Ouais. Grand moment de télé. Oui. On a travaillé comme il se devait. Et on a réussi à faire le décor. Tout le monde était là. Et puis, on voulait tellement bien faire, on avait créé 2 sorties. Baïs Pinto et François Louga. On avait mis des rideaux. Ouais. Mais c'était en fibre de verre. Bon, c'est au dernier moment, on s'est rendu compte que pour déchirer, parce qu'on voulait faire comme à l'américaine. L'artiste vient, il déchire et puis il sort. Mais après, il y a une intuition qui m'a demandé de faire un essai. Mais pour déchirer ce rideau, on a eu tous les problèmes. J'imagine. Alors, donc j'ai pris déjà les cutters, là, j'ai déchiré, j'ai fait juste un rideau rapidement, pour ne pas que les gens s'en aperçoivent. Imaginez-vous un seul instant, tout le monde est là. On tente, ça passe pas. Et Baïs Pinto qui doit passer, il veut déchirer, il lutte. C'est cela. Et ça m'a marqué. Ah oui. Ouais, il y en a plein d'anecdotes. Oui, plein. Mais tout à l'heure, j'ai posé une question. Le premier visage que les Ivoiriens ont vu... C'est Fatou Sidibé. Fatou Sidibé. C'est fait en 66. 1966. Voilà. À 19h, elle a fait son... Bon, c'était une speakerine. Hein? Oui. C'était l'une des premières speakerines. Donc à 19h, tout le monde l'attendait. J'aurais voulu connaître son image, c'est dommage. Oui. C'est dommage, donc, vraiment... Puisqu'à l'époque même, la télévision c'était un luxe. Les gens même avaient accusé, même, qui avaient défié même le président. Ils disaient que c'était une folie de grandeur, avoir une télévision. Un pays pauvre comme ça, créer une télévision, c'était une folie. Alors racontez-nous, on vous a certainement dit, en 1966, il est 19h, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Tout le monde était curieux de voir. Il y avait une seule télé dans les quartiers. Hein? Ah oui. Une seule télé par quartier. Oui. Maintenant, on a 3 télés à la maison, une dans la cuisine, dans la chambre, tout ça. Tout le monde était curieux.
de savoir qui allait présenter le journal. Et c'était cette dame-là, Fatou Sidibé, qui vient présenter et qui annonce le journal. Bon, à l'époque, les journaux, ça faisait moins de 30 minutes. Alors, les gens étaient contents. On s'est dit, ouf, enfin, on a une télévision. Et ça, c'était en noir-blanc. C'est en 1973 qu'on a eu la couleur. Nous sommes passés à la couleur. Donc, ça fait qu'il y a eu l'évolution. La télé continue d'évoluer. Oui. Bon, les gens me disent, j'ai assisté à un panel où des jeunes étudiants me disaient, mais est-ce que vous n'avez pas peur de la concurrence? J'ai dit non. Déjà, même en 1963, quand on a créé la télévision, on était prêt même déjà pour la concurrence. Parce qu'on savait, dans tous les cas, dans l'évolution, il y aurait quand même cette libéralisation. Donc, aujourd'hui, nous sommes prêts. On a les hommes qu'il faut, on a les matériels qu'il faut, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, de matériel aussi. Bon, il n'y a pas de problème, nous sommes prêts. En tout cas, le message est lancé, on espère... On va pas le laisser partir. Non, du tout. Salutations à la famille de Fatou Voilà, je vais Sidibé. même oublier, voilà, faire un coucou juste à mon chef Toumoudi Premier, certainement qui me regarde, et à Diabinto, sans oublier Dona Benja, notre secrétaire particulier. Dona Benja qui est toujours avec nous. En tout cas, de grands noms qui ont fait l'histoire de notre télévision. Ouais. Et nous espérons marcher dans ces pas-là. En tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marco. Merci. Et vous savez l'anecdote, mesdames et messieurs, on est tellement dans le feeling de la journée mondiale de la télévision que monsieur est assis avec nous pour discuter et madame le filme. Ça, c'est la télévision, ça. Oui, ça, c'est un couple qui est... Oui, à la caméra 5, madame Karidja Dendane, qui est là depuis 1983. J'aimerais qu'on puisse l'applaudir quand même. Voilà, madame et monsieur sont ici. Mais voilà. Madame de la télévision, une grande dame, vraiment qui fait partie des femmes, des modèles. Vous la croisez dans la rue simple, mais c'est une grande dame de la télévision, on la respecte beaucoup, ainsi que son mari. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marco. Je vous remercie vite. Alix, la suite, s'il vous plaît. Oui, monsieur Govoy, madame Govoy vous donne la suite. Nous parlerons bien sûr avec notre coach, coach Lola, elle est avec nous, développement personnel. Aujourd'hui, on parle de développer sa confiance en soi et sortir de sa zone de confiance. C'est ça, sortir de sa zone de confort. On a un jingle en régie? On n'a pas de jingle, on va directement. Mais d'accord, on va directement avec notre coach adoré. Bonjour. Nous sommes tout de suite, on est prêts pour les tests éventuels. Avec oui, les exercices et tout ça. Aujourd'hui, on ne va pas faire beaucoup d'exercices. On va terminer par contre par un exercice. Bonjour Marco, bonjour Alix, bonjour très chers téléspectateurs de Matin Bonheur. Alors donc comme on a dit, aujourd'hui on va parler de confiance en soi, comment développer sa confiance en soi au travers de la sortie de sa zone de confort, mais on va également parler de peur. 3 notions qui sont étroitement liées. Alors déjà, pour commencer, j'aime bien définir les termes pour qu'on sache de quoi on parle, d'où on vient et où on va. Qu'est-ce que la zone de confort? Exactement. Qu'est-ce que la zone de confort? Alors la zone de confort, ça n'a rien à voir avec une zone géographique. On parle bien entendu d'un état, d'une situation, d'un environnement dans lequel l'individu va se sentir confortable, à l'aise, il n'aura aucune peur, il se sentira confiant, ça sera probablement des routines, quelque chose qu'il connaît, ça peut être une fonction, ça peut être des responsabilités, des habitudes, un réseau auquel on appartient. On est dans sa zone de confort lorsque on se dit que je suis à l'aise, je suis heureux, je suis épanoui, je m'y sens bien et je n'ai pas envie d'en sortir. Alors quel est le lien entre la zone de confort, la confiance en soi et la peur? Lorsqu'on est dans sa zone de confort, donc comme je disais tout à l'heure, on est à l'aise, on n'a pas envie d'en sortir parce qu'on maîtrise. Dès lors qu'on en sort, on va rentrer dans une forme d'inconfort. Et à ce moment-là, on va commencer à développer une certaine peur. Oui. Et cette peur va créer un manque de confiance. Donc, pour développer sa confiance en soi, on peut passer par l'action, cette action-là, d'élargir sa zone de confort afin de réduire les situations d'inconfort et les situations de peur. Alors, la peur, c'est quoi ? La peur, c'est justement cette sensation que le corps va nous envoyer pour nous dire que nous sommes en train de faire quelque chose qui est inconfortable, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Donc en réalité, la peur est la notification qu'on est en train de passer d'une zone de confort à une zone d'inconfort. Et ça peut se manifester de diverses manières. De différentes manières. Alors, par exemple, lorsqu'une personne travaille pendant de nombreuses années à un même poste, touche un certain salaire, a l'habitude d'organiser ses dépenses, son budget en fonction de ce salaire, cette personne a souvent très peur de perdre son emploi. Donc,
la personne peut ne pas être épanouie à ce poste, mais elle va choisir de rester parce qu'elle a cette habitude-là, elle a cette routine, elle se sent à l'aise, il n'y a pas d'imprévu. Et donc, du coup, je suis dans cette zone de confort, je refuse d'en sortir. Il y a la sécurité de l'emploi. Il y a la sécurité de l'emploi. C'est pareil pour le couple. On va trouver des personnes qui ne sont pas du tout épanouies dans leur couple et qui vont également même être victimes de violences. Et étant dans cette situation-là, victime de violence, la personne peut faire le choix de se dire « je n'ai pas envie d'en sortir parce que je ne sais pas si je vais pouvoir trouver une meilleure personne, j'ai pas envie de recommencer à zéro, etc. » Encore une fois, on est dans une zone de confort, on ne veut pas en sortir. Prenons un autre exemple. Une personne qui est francophone, fait son premier voyage dans un pays anglophone, aux États-Unis. Il atterrit, barrière de la langue, il ne maîtrise pas, enfin il a ses petites notions, hein, il peut dire good day, etc., etc., bonjour, goodbye, au etc., revoir, thank you, et where tout, is. mais il ne peut pas aller au-delà de ça. Cette personne-là va rapidement développer cette situation d'inconfort liée à quoi? Au fait de ne pas maîtriser l'environnement dans lequel il est. Et du coup, la sortie de la zone de confort va être probablement difficile. Donc pourquoi est-ce qu'il est important on va dire, de sortir de la zone de confort? Alors, je vais même mettre une petite nuance. Généralement, on dit il faut sortir de sa zone de confort. On l'entend dans tous les séminaires de développement personnel. On dit il faut sortir de sa zone de confort pour réussir, etc. En réalité, ce n'est pas juste sortir de la zone de confort, mais en réalité, élargir sa zone de confort. En réalité, c'est pas pareil, c'est d'élargir sa zone de confort. Parce que d'être dans sa zone de confort, il n'y a rien de mal à ça. C'est pas négatif. C'est pas négatif. C'est d'ailleurs très bien d'avoir une zone de confort. Le but, c'est d'être à l'aise partout. D'être à l'aise partout, justement. Parce que la confiance en soi va se développer par l'augmentation de ses compétences, l'augmentation de ses savoir-faire et de ses savoir-être. De se retrouver dans un environnement dans lequel on se sent bien, dans lequel on a une certaine maîtrise et on a le sentiment d'avoir une certaine plus-value. Donc c'est pareil, hein, quand vous prenez dans les entreprises, une personne qui commence va automatiquement se sentir un peu, il va manquer d'assurance, avec peu de confiance, etc., parce qu'il ne maîtrise pas l'environnement. Mais dès lors qu'il va maîtriser l'environnement, sa confiance en lui va augmenter. Donc, en réalité, la sortie de la zone de confort augmente la confiance en soi, va également augmenter la créativité d'un individu, augmenter ses réalisations et augmenter son succès. D'où l'importance de ne pas rester confiné dans une zone de confiance, dans une zone de confort, du moins éternellement. Il faut la faire bouger les limites encore et encore. Alors, quelle est la frontière entre la zone de confort et prendre des risques? Alors, il y a en réalité 3 zones. Je ne sais pas si à l'écran on peut nous montrer un graphique, mais il y a 3 grandes zones. On a la première zone qui est la zone de confort. On a une deuxième zone qui est la zone dans laquelle on va avoir l'inconfort. C'est une zone d'apprentissage, une zone de développement personnel. Et enfin, nous allons avoir la troisième zone, exactement ça. La troisième zone, exactement ça. La troisième zone qui va être la zone de panique, la zone de stress. En rouge, la zone de panique, c'est la dernière zone. La zone magique. Voilà. De panique ou magique? La zone de panique en rouge. La zone de panique en rouge et la zone magique en orange. En étoilé. Exactement. Donc la zone de confort, ça va être la zone dans laquelle, dont je parlais tout à l'heure, on se sent à l'aise, on maîtrise, on connaît, etc. Comme vous. La zone d'apprentissage va être en fait cette zone dans laquelle on est dans une situation d'inconfort. Dans une zone dans laquelle on va apprendre de nouvelles choses, on va expérimenter de nouvelles choses. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'élargir sa zone de confort, il faut en réalité sortir de la zone verte et aller progressivement vers la zone juste à côté. Et ensuite, on a cette zone de panique, la zone de stress, la zone où on ne connaît pas et on ne maîtrise pas. La zone de doute. De doute complet. Et lorsqu'on arrive à dépasser cette zone, on commence à vivre une nouvelle vie, une vie pleinement épanouie. Il y a un adage qui dit justement, on commence à vivre dès lors qu'on sort de sa zone de confort. Et en réalité, lorsqu'on est dans la zone de confort, on a tendance à dire qu'on existe juste et on vit seulement quand on arrive dans cette zone de magique. Alors moi, j'aimerais avoir un cas concret, Alix, je sais pas si pragmatisme. Un cas concret, un footballeur qui a 18 ans, qui sort d'un centre de formation à Vavois et qui va jouer au Real de Madrid. Donc de Vavois à Madrid. Il n'a jamais évolué, il n'a jamais eu une zone même tampon, c'est-à-dire à Abidjan, c'est-à-dire de Vavois, directement, il va jouer au Real de Madrid. Nouvel environnement. Lui, comme ça, un cas pratique
pour vous, coach? Après, M. Kwasi. Après M. Kwasi, on est avec notre footballeur à succès. Donc, notre footballeur va sortir de son environnement de confort, qui est la Côte d'Ivoire, son Vavois natal, pour aller à Barcelone. Non, Madrid. À Madrid, ok. Donc, il va partir à Madrid. Donc, l'idée, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va avoir tout de suite peur. C'est un sentiment naturel. Il arrive en hiver, moins 5 degrés. Il y a de la peur qui va s'installer et ça, c'est inévitable. Parce qu'on a vu tout à l'heure que la peur, c'est quoi? C'est la notification qu'on est en train de changer de zone. Je sors de cette zone de confort, j'ai peur. J'ai peur de beaucoup de choses. J'ai peur parce que je ne connais pas l'environnement dans lequel je vais. J'ai peur parce que je ne connais pas l'Europe. Je ne connais pas... Ma famille est loin de moi. Ma famille est loin de moi. Donc, tout ce que je maîtrisais, je ne le maîtrise dorénavant plus. Donc, la peur... Donc, on a déjà parlé de ça. C'est ce qui va se passer dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu dans le graphique qu'il faut passer progressivement dans plusieurs zones avant d'atteindre la zone magique. Donc, l'idée, c'est de déjà rentrer dans une zone d'apprentissage. Et c'est la meilleure manière de sortir de sa zone de confort. Apprendre ce qu'on ne sait pas. Donc, j'arrive dans un environnement que je ne connais pas. Les gens de cet environnement-là ont des manières de faire, manières de parler, manières d'agir, etc. Les footballeurs, ils ont un emploi du temps, ils ont une manière de s'alimenter, ils ont des habitudes, ils ont des loisirs, etc. Donc, l'idée, c'est d'apprendre de ce nouvel environnement. Donc, s'imprégner de la manière de faire de l'environnement pour ne plus être dans cette sensation de peur, de panique, de terreur qui peut nous empêcher à exprimer notre potentiel. Donc, la phase d'apprentissage est capitale lorsqu'on veut sortir de sa zone de confort. Savoir tout ce qu'on ne sait pas. Donc, pour notre jeune de Vavois, l'idée, c'est de ne pas atterrir là-bas et de rester dans sa zone de confort. Donc, avec ses acquis, ma manière de faire à Vavois, je la fais ici. Non, pas du tout. C'est de s'imprégner et d'apprendre et de se développer. On a dit que la zone de confort, ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. Alors, pour quelqu'un qui ne voudrait pas sortir, qu'est-ce qu'il perd? Il perd énormément. Il perd énormément. Je dirais très souvent que le plus grand risque dans la vie d'un être humain est en réalité de ne pas prendre de risque. De ne pas prendre de risque. Ce n'est pas difficile pour juste être difficile. C'est difficile parce qu'on n'ose pas. Dès lors qu'on essaie, dès lors qu'on tente, on dompte la peur, on apprend de nouvelles choses, on se sent plus à l'aise, plus en phase avec l'environnement dans lequel on est dorénavant confronté. Et à ce moment-là, on développe davantage de confiance en soi. La meilleure manière de s'épanouir, c'est d'affronter ses peurs. Affronter les regarder ses peurs. En face. Les regarder en face, s'en libérer. Et ça passe véritablement par la notion. Moi, j'ai une petite formule que j'aime utiliser quand je parle d'apprendre et de sortir de sa zone de confort. C'est véritablement de se dire que lorsque vous investissez, pensez toujours à investir en vous plutôt que sur vous. Alors, la petite nuance. Voilà, justement. Lorsque j'investis sur moi, c'est-à-dire que je prends en prenant une dame, elle va acheter un beau maquillage, elle va mettre un beau parfum, elle va se mettre une belle tenue, etc. Et je tiens à préciser qu'Alix est ravissante ce matin. Merci, vous donc, aussi. Très belle, merci comme d'habitude. Merci beaucoup. Marco, donc, vous aussi. Marco, voilà. Oui, n'oublions pas sinon, Marco. Après, Pardon? Non, mais ça va. Donc moi, je veux pas de problème. Donc je donnais juste un exemple pour dire que investir sur soi, c'est avec tout ce qu'on va faire comme dépenses sur l'apparence, par exemple. Investir en soi va être, par exemple, des informations, des données, des connaissances, des savoirs, des compétences qui ne nous seront jamais retirées. Très bien. Dans 10 ans, lorsque vous investissez sur vous, je ne suis pas très sûre que j'ai toujours cette même tenue dans 10 ans. Peut-être je l'aurais donnée, ou elle serait peut-être plus à la mode, etc. Mais par contre, en développant une compétence, un savoir-être ou un savoir-faire, dans 10 ans, personne ne peut me retirer. Donc, en réalité, pour sortir de la zone de confort, il faut comprendre bien cette nuance. En quoi, on va dire, sur quoi vous investissez? Est-ce que j'investis sur moi uniquement? Dans les livres? Ou dans les livres, ou dans la culture, même la participation à des salons. La capitale ivoirienne aujourd'hui propose tellement d'activités, de salons, de foires, de forums, etc., où la participation va permettre à un individu d'élargir
sa connaissance, son savoir, etc. Donc ça peut passer par ça, ça peut passer également par des expériences, choisir de, je sais pas, sauter en parachute. De l'avion, oui. Exactement, ce sont des... Comme cette image qu'on avait. Exactement. Marcher, comment on appelle ça sur le fil là? C'est très délicat. Et toutes ces situations, voilà. Escalader des hauteurs comme ça et puis... Vivre des sensations fortes, en fait. Et ça permet à l'individu de dompter en réalité toutes ses peurs. Quand tu sais que tu as pu faire une telle action qui n'a pas forcément de sens, on va dire, fondamental, immédiat, mais lorsque tu as pu, une personne réussit à dompter sa peur dans de telles situations, c'est beaucoup plus facile de, par exemple, je ne sais pas, juste prendre la parole en public ou encore se lancer en affaires. On développe, on élargit, donc ce n'est pas juste sortir de la zone de confort, mais on élargit cette zone de confort, les environnements dans lesquels on se sent à l'aise et on est prêt à affronter la vie. Cela dit, on ne va pas vous demander de faire ce genre d'exercice parce qu'il faut de la pratique. Voilà. On tient à vous, on tient à cœur. Donc voilà. Il ne faut pas se jeter du haut d'un immeuble ou essayer de traverser. Non, du tout. Exactement. Il faut procéder autrement. Exactement. En tout cas, merci à vous, coach. Oui. Ce qu'on doit retenir en quelques mots-clés, c'est d'affronter ses peurs, de toujours se dire qu'il faut aller de l'avant. À la clé, on a toujours le succès, plus de réalisation, plus de confiance en soi. Et un petit exercice pour la fin, si vous me permettez, c'est de dire qu'il faut faire déjà d'entrée la liste de toutes ces peurs, de toutes ces situations qui nous amèneraient à justement sortir de notre zone de confort. Donc, une fois qu'on a fait cette liste, et je vous invite tous les deux à commencer également, on pourra faire le point peut-être la prochaine fois, c'est bien de noter. Donc, l'idée, c'est de lister toutes les situations où on a peur, où on manque de parachute. confiance. Très bien. Aller en plongée en haute mer. Très, très bien. On poursuit la liste. Manger quoi? Ne plus... Des chenilles. Donc, faites la liste des choses qui vous font peur aujourd'hui. Ne plus avoir de gombo. Ne plus avoir de gombo, ça fait peur? Oui, oui. Et commencez aujourd'hui, s'il vous plaît. Testez, essayez, commencez aujourd'hui. Arrêtez les gombos aujourd'hui. Sautez en parachute demain. Manger du gombo. Non, il ne faut pas arrêter. Ça m'a échappé. Non, plutôt appeler les gombos. De rien, c'était un plaisir. Bonne journée et bonne continuation. Merci beaucoup, coach. À mercredi prochain. Je vous rassure tout de suite, dans 10 ans, quel que soit ce que vous allez porter, vous serez toujours magnifique. Marco. Vous aussi. Sinon après, et moi. C'est tout ça qu'il faut gérer, le et moi. Alors, la suite, tout de suite en route, et puis après on va aller pour la thématique, mesdames et messieurs. Alors, nous allons aller pour le point route. Commençons tout de suite par... Peut-être l'échangeur, sûrement. Voilà. Il n'y a plus de suspense. C'est l'échangeur. Là, maintenant, heureusement, il y a des personnes à côté. Voilà, la voie aussi, elle n'est pas vide totalement. Il y a quand même une voiture, deux voitures, ça et là. Ça va. C'est bien dégagé. Une autre voie. Deuxième tronçon, mesdames et messieurs, dans ce matin bonheur. Ah, du mouvement, hein. Oui. On est au garde à vous devant le pont Général de Gaulle, qui nous montre quand même une activité assez... un trafic, c'est pas le trafic jump, mais en tout cas, ça va. Ça va. Troisième tronçon, troisième voie, troisième festival boulevard sur lagunaire. l'asphalte, le boulevard lagunaire, avec les salades d'eau douce. Ah ben voilà. En fond. Ça a commencé, hein. Dans quelques minutes, l'embouteillage. Et on termine avec... Et voilà, boulevard La Trille. Aussi du mouvement, voilà, on commence à sortir des maisons pour se rendre aux différents lieux de travail. Hier, on s'est reposé, aujourd'hui, il faut aller travailler. Le pays a besoin de nous tous. Absolument. Il est 7 heures dans seulement quelques secondes et lui, il est là pour le dernier flash de cette matinale. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le mercredi 21 novembre 2018. Information consacrée à l'actualité internationale. Les infirmiers manifestent à Paris contre le plan de santé. Après les gilets jaunes, les blouses blanches, grandes oubliées du plan santé, les infirmiers ont donc manifesté hier dans la capitale française. Ils dénoncent le mépris du gouvernement, accusé d'avoir cédé au lobby des médecins. Quelques réactions des infirmiers. Elle n'a rien dit sur nos conditions de travail. Est-ce qu'on va mettre plus d'infirmières? Est-ce qu'on va mieux nous rémunérer?
Voilà, ça c'est oublié. On nous sort des assistants sortis du chapeau, mais ça va être qui? Ça va être quelqu'un qui est diplômé aide-soignant, ça va être une infirmière, ça va être une autre personne avec un diplôme X, on n'en sait rien. Elle nous a sorti du chapeau aussi les infirmières de pratique avancée. Les décrets sont parus, sauf qu'on ne sait pas comment on les budgétise, quel salaire elles vont avoir, ça il n'y a pas le décret encore. Les spécialités qu'elles vont faire, on ne sait pas. La population vieillit, les infirmières libéraux sont là, il faut reconnaître leurs compétences et il faut aussi évoluer et l'adapter par rapport à la situation. Et c'est ce qui ne se fait pas. Et c'est ce qui fait que sur le plan de santé que le gouvernement a présenté, on n'est pas du tout représenté, on nous a complètement oubliés. Un attentat suicide au cours d'un rassemblement religieux a fait au moins 50 morts et 72 blessés hier à Kaboul. C'est une attaque parmi les plus meurtrières de l'année dans la capitale afghane. Un appel des sénateurs américains à voter contre un candidat à la présidence d'Interpol constitue une ingérence, a déclaré hier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. 4 sénateurs américains avaient appelé l'administration américaine et l'Assemblée générale d'Interpol à se dresser contre la candidature à la présidence d'Interpol du Russe Alexander Prokopchuk, en général au ministère russe de l'Intérieur. Le rappeur Snoop Dogg a dévoilé une étoile à son nom sur le Walk of Fame d'un Hollywood boulevard Comble, après 25 ans d'une carrière qui a fait de lui une star mondiale du rap. Lors d'une conférence de presse à Francfort, l'avocat d'Asia Bibi, une chrétienne pakistanaise condamnée à mort depuis 8 ans pour blasphème et récemment acquittée, affirme qu'aucun gouvernement occidental ne s'est manifesté ouvertement et librement pour offrir l'asile à sa cliente presque 2 semaines après sa libération de prison. On termine avec du tennis, finale de la Coupe Davis. La France a opté pour la terre battue afin de gêner Silic. Le leader croate, Yannick Noah, le capitaine de l'équipe de France, révèle que les numéro 1 et numéro 2 croates sont moins forts sur terre battue que sur d'autres surfaces et que leur présence récente au Masters de Londres réduit à 5 jours maximum leur préparation quand les Bleus ont, eux, bénéficié de 3 semaines. On écoute Yannick Noah. J'ai choisi la terre battue parce que je pense que c'est la surface par rapport à notre équipe, par rapport à leur équipe, par rapport à ce que j'ai pu voir de leur rencontre, par rapport à ce que j'ai pu voir de la qualité de nos joueurs, du fait que certains joueurs de l'équipe adverse vont avoir 4-5 jours de préparation par rapport à nous qui ont eu 3 semaines. Ça compte, c'est même très important. La finale de la Coupe Davis, il faut le rappeler, a lieu ce vendredi. C'est la fin de ce point d'information consacré à l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain dès 6 h. À demain. J'ai failli dire Ange Patrick, mais non, c'est Régis Kofi. À demain. Merci beaucoup pour ces 3 points de l'information. Bonne journée à vous. Et nous allons continuer cette émission. Nous arrivons à l'heure de la thématique. Aujourd'hui, c'est famille. Nous parlerons bien sûr des critères pour le choix du conjoint et de la conjointe. Dis donc, c'est une liste qu'il faut dresser pour pouvoir faire son choix. Et puis, on ne sait pas ce que ça va donner après. Quoique, allons pour la capsule et tout à l'heure, nous débattons. Pour choisir ma conjointe, il n'est pas forcément qu'elle soit de grande taille, de taille moyenne, mais le cœur, sur le cœur vraiment est accueillant. C'est le comportement qui retient. C'est vrai, la beauté attire, on dit, mais le comportement retient la personne. Je pense que c'est le physique qui attire. Et après le physique, il y a d'abord la première rencontre. Et peut-être la manière de la personne, soit de base sur, comment dirais-je, la manière d'aborder, la manière de parler, pour voir si la personne est polie, la personne est vraiment présentable. C'est sans doute l'une des plus importantes décisions au cours d'une vie. Choisir son partenaire de vie n'est pas toujours chose aisée. La décision peut soit mener au bonheur ou à la destruction. Ce choix, opéré hier par les familles, est de nos jours l'affaire des concernés eux-mêmes. Et cela ne se passe pas toujours bien. De nombreuses ruptures sont à déplorer. Certains entament leur histoire d'amour sur des critères physiques, d'autres passent par la porte d'entrée des sentiments, tandis qu'une autre partie a tendance à s'en remettre aux religieux.
les révélations, les prophéties dans un couple, pour moi, ça joue juste 20%. 20%. Le reste, c'est le contact, c'est l'assiduité, la proximité des deux personnes et des deux familles, c'est ce qui fait un mariage. Je crois en Dieu, mais je me dis que est-ce que ce pasteur me connaît suffisamment? Est-ce qu'il me connaît suffisamment pour faire une révélation sur ma personne? Soit je vais dans son église, mais il ne me connaît pas de comportement, de caractère. Et cet homme aussi, est-ce qu'on se côtoie pour se connaître de caractère? Il faut vraiment côtoyer la personne pour connaître la personne de caractère. Moi, c'est ce type. Donc la révélation, pour ne pas frustrer le pasteur, je vais lui dire, j'ai compris, je me retire et puis j'essaie de voir dans ma tête. Si c'est ton imam qui t'a choisi une femme par révélation ou ton pasteur, si ça te sied, je pense que je te souhaite bon vent, c'est ce que je peux dire. Voilà. Toujours est-il que l'attirance physique, l'amour des enfants, la fidélité des enfants sont pris en compte dès les premières rencontres. Des critères pas toujours suffisants. Cependant, pour opérer le bon choix en amour, selon les experts, d'autres éléments beaucoup plus importants sont à considérer dans une relation amoureuse. Un adage bien connu ne dit-il pas que c'est le physique qui attire et que c'est l'intérieur qui retient? Cet intérieur, c'est au fil du temps qu'on arrive à l'appréhender en tenant compte de l'environnement et de l'éducation de l'autre. La relation amoureuse étant au cœur du bien-être et des projets de vie, il s'avère essentiel de prendre le temps de faire le bon choix et de trouver le ou la compagne de ce merveilleux périple qu'est la vie à deux. Opter pour une histoire sans lendemain ou choisir de s'engager un peu plus avec un partenaire qui regarde dans la même direction que vous. Et ainsi, de consolider les bases de votre maison amoureuse. Vous avez désormais les cartes en main. Ah, ça, c'est un véritable chantier. Hein. Oui, Le couple, on est condamné, on est avec la personne. Réagissez sur Condamné, Facebook, sur Instagram, tout ça. On vit avec la personne. Vraiment, s'il y a un moment où on ne doit pas se tromper, vraiment, c'est être avec son couple. Alors, nous avons le plaisir d'être avec le docteur Frédéric Zabi, il est psychothérapeute du couple. Alors, docteur, qu'est-ce qui devrait être pris en compte dans le choix de son conjoint? Merci d'abord de m'avoir invité ici. C'est un triple privilège. Privilège d'être sur le plateau, privilège d'être en compagnie d'un si bel homme avec une stratégie particulière de prise en charge de ses invités. Mais privilège également d'être avec une superbe dame aussi. Merci. Voilà, et en tout cas, je suis content d'être là. Il faut dire, avant de répondre à votre question, que le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. C'est un voyage où on prend un ticket en aller simple. Il n'y a pas de ticket en aller-retour. Normalement. Oui, normalement. Ça, c'est ce qui doit être. Un voyage en aller simple. Donc, pour un tel voyage, il ne faut pas se tromper. Oui. Parce que quand il y a l'éventualité d'un retour, ça se fait toujours dans la douleur. On rentre dans le mariage sous les hurrahs, les vivas et tout, et on sort du mariage avec des pleurs, dans tous les cas. Soit que ce soit, ça peut être le divorce, ça peut être également la mort du conjoint, etc. Donc, pour entrer dans un tel périple, il faut se donner des bons outils. Et donc, moi, j'identifie en fait 5 critères principaux. Hein. Le premier critère pour moi, c'est la personnalité, c'est le caractère. Le deuxième critère, c'est l'âge. Le troisième critère, c'est la religion. Le quatrième critère, c'est le niveau d'éducation. Et le cinquième critère dont il faut tenir compte, c'est la classe sociale. En fait, ce sont des béquilles sur lesquelles on doit s'appuyer pour opérer le choix. C'est des choses qui nous aiguillonnent dans la vie de couple. C'est des choses qui nous aiguillonnent, c'est des choses qui peuvent nous permettre de bien vivre le couple, en fait. Voilà. Alors, oui, on va aller maintenant dans les critères au détail. Qu'est-ce qui devrait comporter dans ces critères-là le listing précis? Parce que nous avons parlé des critères pour le choix. Donc, le listing précis, on va parler de l'âge, la religion, l'éducation, la personnalité. Qu'est-ce qui doit être apparent pour pouvoir faire le choix? Tous ces aspects doivent être apparents. D'abord, on va prendre point par point. La personnalité. La personnalité, ici, ça comporte en fait 3 éléments. Oui. Dans la personnalité, il y a le tempérament, il y a le caractère, et puis il y a la personnalité elle-même. Voilà, ce sont ces 3 éléments dont il faut tenir compte. Il faut se donner des leviers pour pouvoir observer des aspects sur le tempérament. Parce que le tempérament, c'est un élément important. Vous savez, les gens s'appuient en général sur un critère qui est fallacieux, qui est par exemple physique. On choisit le conjoint avec les yeux du corps, alors qu'il faut choisir le conjoint avec les yeux de la tête. Pas les yeux physiques que nous avons ici. Et non pas les yeux du cœur même. Les yeux du cerveau. Non, il faut... Merci beaucoup pour le mot. Il faut choisir avec les yeux du cerveau. Ça veut dire qu'il y a un effort de raisonnement, il y a un effort d'étude à faire. Et quand on s'épargne cet effort-là, on le paye cash dans le couple en fait. Donc, il faut observer
le caractère de la personne qui est avec nous. Ça commence par le tempérament d'abord. Il y a des gens, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas le même tempérament que quelqu'un, il y a des risques que vous ne puissiez pas vous supporter au quotidien. Incompatibilité, oui. Parce que quelqu'un qui est sanguin, quand il rencontre quelqu'un qui est par exemple mélancolique, il y a des problèmes. Parce que le sanguin, par exemple, en général, c'est quelqu'un qui demande très facilement pardon, c'est quelqu'un qui est très porté sur les preuves d'amour matériel et tout ça. Alors que le mélancolique, c'est quelqu'un qui est beaucoup avare en certains mots, comme merci, comme je suis désolé, comme pardonne-moi, etc. Donc, si vous ne tenez pas compte de cette personnalité-là en face de vous, si vous rentrez dans le mariage juste avec les yeux que vous avez sur la tête, en observant c'est un bel homme, c'est une belle dame et tout, vous allez vous tromper parce qu'au quotidien, ça sera des chimères que vous allez devoir avaler. Merci pour le conseil. Et alors, pour l'âge? Allez-y, Alix. Pour l'âge maintenant, qu'est-ce qu'il devrait rentrer en ligne de compte? On regarde quoi? L'âge, vous voyez, je reviens encore sur la question. Les gens rentrant dans le couple, ils ne regardent pas les critères d'âge. Il y a des femmes, j'entends tout à l'heure, j'entendais quelqu'un me dire... C'est des faux clichés qu'on a en général. En amour, il n'y a pas de frontières. L'amour est bordé de frontières partout. Ah bon? Et il faut juste avoir le bon visa. Il faut juste avoir le bon visa. Quand on n'a pas le bon visa, on pense que l'amour n'a pas de frontières. On rentre dedans et puis... on est dans un no man's land après. On est clandestin après. Tranquillement. On est migrant chez soi-même. Il y a des femmes qui disent « Ah, moi j'aime les gens d'un certain âge, etc. » Mais vous ne savez pas que l'âge, là, est-ce qu'il y a une trop grande différence d'âge entre deux conjoints? Ça pose des problèmes à terme. Imaginez une femme, par exemple, qui a 20 ans et dont l'époux a 40 ans. C'est deux mondes différents. Deux mondes totalement différents, deux mentalités différentes, deux visions différentes de vie. Même dans les goûts et les choix, il y a des problèmes. Imaginez la jeune dame de 20 ans, elle, pendant qu'elle a envie de découvrir le monde, pendant qu'elle a envie d'aller à un concert de DJ Arafat, son mari, lui, il est en train de préparer sa retraite. Et il dit, mais ma femme, elle est inconsciente. Elle ne réfléchit que par rapport à ce qui est maquillage, à ce qui est tenue vestimentaire, à ce qui est concert, à ce qui est ceci. Pourtant, c'est de son âge. C'est de son âge. Et elle a raison de penser comme ça. Et quand elle va venir vers son homme, le monsieur, il va dire, mais attends, non, elle va dire à ses copines, mais je ne sais pas où je suis allé rencontrer ce goujat-là, parce que celui-là, il est près de ses sous. Il écoute Sardou pendant que moi j'écoute Aya Nakamura. Tranquillement. Et il ne convertit tout qu'en termes de paquet de ciment. Parce qu'il va dire, mais le ticket de concert de Arafat, ça peut m'acheter... une tonne de ciment. Une tonne de ciment, par exemple. Donc lui, il réfléchit, et il a raison de réfléchir comme ça. Oui. Donc vous voyez deux mondes qu'il a séparés. Pendant qu'il fait sa crise de la quarantaine, elle vient à peine de sortir de sa crise d'adolescence. Bon, deux mondes différents. Et puis, il n'y a pas que ça. Vous voyez, un homme, par exemple, qui est en train d'aller vers... qui a un certain âge, il est en train d'aller vers le tombeau. À moins de choisir d'être une adulte sitter. Non, mais c'est clair. Quand on avance en âge, on va dans un phénomène de dégénérescence, on revient en arrière. On vient d'un phénomène de dégénérescence, pardon. On vient en arrière. Et toutes les fonctions vitales viennent en arrière également. Donc, la dame, elle a 20 ans, son mari, il a 70 ans. Qu'est-ce qu'on attend d'un coup comme ça? Il sera surpris, tout le monde va dire, mais le monsieur, il est cornu. Mais il ne peut être que cornu, parce qu'il ne pourra pas assurer dans le lit. Bon, il faut que quelqu'un assure, parce qu'elle a besoin de ça. Et lui ne pourra pas assurer. Quoique, oui. L'âge, parfois, il y en a qui sont bien conservés. On se bonifie aussi, il y en a qui sont bien conservés. Oui, mais ça, il y a des apparences et puis il y a la réalité. Vous savez, il y a les icebergs et il y a le dessus de l'iceberg et puis le dessous. La norme, ce serait quoi? On a pris 20, 40, ce serait quoi? Une différence d'âge de 5 ans, ce serait intéressant. Maximum 10 ans, mais au-delà, ça devient problématique. Très bien. Maximum 10 ans. Alors, pour la religion? La différence de religion, c'est capital. Parce que la différence de religion intervient ici dans les problèmes de vision de la vie. Vous savez, je ne suis pas en train d'encourager forcément les mariages qui se font dans la même communauté religieuse, mais c'est un aspect plus qu'important. Parce que si vous n'en tenez pas compte, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit vous réussissez votre vie de mariage au détriment de votre foi, ou alors vous êtes dans votre foi et votre mariage clash. Voilà les deux choses qui vous guettent. Vous êtes de très bons religieux, chacun dans sa foi, et en ce moment, votre vie de couple n'a pas de sens. Très bon religieux ou très bon croyant, parce que c'est différent. Oui. Même le croyant, très bon pratiquant de la religion. Voilà, c'est ça. Des très bons pratiquants, parce que figurez-vous que la plupart des fois révélées en général interdisent qu'on aille vers d'autres voies. La chrétienté interdit que le mariage se fasse avec d'autres personnes de d'autres religions. Ça dépend. Hein. Chez d'autres, il y a le mariage à disparité de culte.
Oui, il y a des religions qui acceptent qu'on soit marié à un autre conjoint. Oui, cette ouverture-là existe. Voilà. Oui, moi je vais vous dire. C'est prévu par des lois dans d'autres religions. Je n'espérais pas vraiment m'attarder sur les aspects religieux parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les débats religieux, mais j'ai essayé de parcourir la Bible. Et nulle part, moi, j'ai vu quelque part, par exemple, un verset de la Bible qui encourage un chrétien, par exemple, à épouser quelqu'un qui n'est pas. Non plus. Ça n'interdit pas. Surtout que la Bible parle d'amour aussi. Voilà. L'amour, mais quand la Bible parle c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans la même vision. Dans la même vision. D'accord. Quand on n'est pas dans la même vision, imaginez que je suis avec une femme qui rêve uniquement d'aller aux États-Unis. C'est un exemple. Elle rêve d'aller vivre aux États-Unis et faire sa vie là. Et moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. On va aller où avec un tel mariage? On a des visions différentes. Alors que si on va dans la même vision, si tous les deux on rêve d'aller vivre aux États-Unis, on va travailler dur à aller aux États-Unis. Mais plus chacun de nous travaille à la réalisation de sa vision, plus on s'éloigne l'un de l'autre. Donc il faut qu'on soit dans les mêmes croyances. Imaginez que je sois, par exemple, musulman et je suis en plein carême. Et c'est en ce moment-là que ma femme qui est, par exemple, bouddhiste, qui n'est pas dans la même foi que moi, elle a envie d'avoir des relations sexuelles en plein midi. C'est un exemple. Ça pose un problème. Il y a des compromis aussi quand on est en couple. Oui, mais vous savez, souvent, il y a l'idéal et puis il y a la réalité. L'idéal, c'est qu'il y ait des compromis. Mais quand on rentre souvent dans des zones de réalité, on se perd dans l'idéal. D'accord, docteur. On a vu la personnalité, l'âge, la religion. On va aller maintenant dans un autre pan, l'éducation. Le niveau d'éducation, c'est également essentiel. Ouais, on va se mettre à l'aise un peu. Non, vous savez, il y a des sujets sensibles. Hein. Quand on parle de religion, on ne sait jamais. Oui, voilà, donc c'est pour ça que il faut parler très bien. Alors, éducation. L'éducation, le niveau d'éducation, c'est très important. Imaginez par exemple quelqu'un qui a, je dis n'importe quoi, qui a un doctorat en chimie nucléaire et qui épouse une femme qui est une vendeuse d'aubergines au marché gros de... Il y a beaucoup de barrières aussi. Hein. Non, en fait, ce qui me plaît, il est psychothérapeute. Donc, lui, c'est précis. Hein, c'est précis. Donc, il a des exemples précis. Vous avez dit quoi? Docteur quoi? Quelqu'un qui a un doctorat en chimie nucléaire. En chimie nucléaire. Pas en chimie simple, en chimie nucléaire. Vous voyez un peu le tableau. Et la dame est là? Elle est vendeuse d'aubergines au marché gros d'Adjamé. C'est l'amour seul qui peut réunir ces deux personnes. Bon, ils se mettent ensemble comme ça. Le docteur en chimie nucléaire, la plupart de ses amis se recrutent en fait dans le milieu des docteurs et des maîtrisards, des chefs d'entreprise, etc. Et madame aussi, ses amis se recrutent à Djamé ou à Trècheville, mais en tout cas dans la zone de vente d'aubergines, de tomates et des piments en général. Imaginez qu'on se retrouve autour d'un repas parce que monsieur a invité ses amis. Il y en a un qui est pilote d'avion. Donc quand les gens viennent, ils sont assis. Ils parlent de choses dont madame ne sait rien absolument. Et on a envie quand même que madame participe au débat. Donc, quand elle ouvre la bouche, le mari lui donne des coups de patte sous la table. Mais il ne devrait pas. Il te dit, mais ferme-la un peu, ferme-la un peu. Non. Alors, non, il ne dit pas ça comme ça. Non, 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 il a peine ça à tout moment. Moi, je pense qu'en amont, peut-être qu'il n'aurait pas, il aurait raté le coach. C'est à lui d'emmener aussi sa conjointe dans son univers, l'instruire là-dessus. C'est pour ça qu'il est important d'ouvrir les yeux là-dessus dès le départ. Comme ça, quand on sait qu'il y a un décalage de niveau d'éducation, on se prépare. Si on est vraiment intéressé à rentrer dans un tel couple, on se prépare. Tout docteur en chimie qu'on est, on a toujours besoin. C'est bien aussi. C'est ça aussi le bon côté de l'amour. C'est que je suis en train de vous dire. Égalise les diplômes, tout ça. Non, je ne suis pas en train de vous dire que c'est des critères éliminatoires. J'ai dit, ce sont des béquilles sur lesquelles il faut s'appuyer, il faut regarder, il faut choisir en tenant compte. Si vous n'en tenez pas compte, ça va vous rattraper. Pourquoi ? Parce que quand le monsieur il va se retrouver, quand vous allez vous retrouver dans le couple, souvent les gens se plaignent, mais mon mari, il sort jamais. Excusez-moi, docteur, avant qu'on oublie. Le monsieur, moi je suis né à la maternité des 220 logements. Ah bon? Aujourd'hui, j'habite aux Deux Plateaux, mais je suis un enfant du peuple. Mais mes parents étaient à Djamé quand on m'a conçu. Aujourd'hui, je suis à la Vienne. Mais je veux dire, donc si si j'avais marié une femme, par exemple, qui vient d'un milieu, je me serais retrouvé parce que je suis à la base. Voilà, je ne sais pas si... Absolument, mais vous savez, il y a des choses qui changent les gens. Ah, ça, c'est vrai. Il y a des réalités qui changent les gens. Ça, c'est vrai. Et quand on n'en tient pas compte, on se réveille en plein cauchemar. Non, sérieusement. Vous voyez, le monsieur, il y a le décalage de niveau d'éducation. Le monsieur, il n'acceptera pas toujours de partir avec sa femme dans certains milieux. Elle va s'en plaindre, ce qui est normal légalement. Parce que quand on se marie, en principe, on doit tout faire ensemble. On doit faire le maximum de choses possibles ensemble. Mais comme il y a un niveau, il y a des décalages dans les niveaux d'éducation, il y a des choses que monsieur ou madame fera sans l'un ou l'autre. Et on va s'en plaindre.
Alors que si on en avait tenu compte, si je sais que j'ai épousé un docteur en biologie végétale et que moi, je suis institutrice à Manfla, mon village, par exemple, en ce moment-là, je fais des cours du soir, je relève mon niveau d'études, je deviens, peut-être au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, je deviens peut-être professeur de lycée. Au moins quand il y a une conversation... C'est discriminatoire tout ça, moi, je pense. Hein. Non, c'est juste en train de dire ce qui se passe dans la vie courante. Réagissez sur dans tout ça, le coup les de foudre questions. intervient à quel moment? L'amour réel, les sentiments, la base des sentiments, Vous savez, c'est calculé, là. Oui, non, ça c'est vrai que vous êtes en train de parler des calculs, mais en réalité, on n'est pas en train de parler d'un partenaire d'un soir. On est en train de parler de celui qui va cheminer avec vous tout le restant de vos jours. J'aime ce monsieur. C'est de celui-là qu'on parle. C'est de cela qu'on est en train de parler. Moi, je préfère quelqu'un comme ça qui dit les choses tout de suite. Donc, si vous deviez donner un conseil en 2018 à votre enfant qui est en âge de se marier, de façon ramassée, vous allez lui dire quoi? Il faut prendre une femme qui est à ton niveau, qui n'est pas trop riche. Là, on rentre dans la classe sociale maintenant, on fait quoi? Voilà, bon, peut-être avant d'arriver à la classe sociale, comme vous avez posé un problème précis, je vous donne une réponse précise. Je dirais à ma fille... Ou bien à mon fils? Bon, comme vous avez pris ma fille, donc je dirais... Non, j'ai dit votre fils. Hein. Bon, mon fils, bon, d'accord, il s'appelle Alex. Donc je lui dirais... Alex, Alex. On écoute, écoutez, en direct devant tout le monde. 22 millions de personnes écoutent les conseils de papa. J'ai dit, Alex, mon grand, tu dois prendre une femme pour faire comme papa. Et donc, Alex, ce que tu dois faire, premièrement, il faut que tu prennes une femme que tu apprécies, c'est-à-dire pour qui tu as une attirance physique. Oui. Ça, c'est le premier critère. Ça, c'est le premier critère. Voilà. On ne se marie pas par prophétie ou quoi que ce soit, on se marie par... Par attirance physique d'abord. Voilà. Déjà, mais l'attirance physique, c'est un gros piège. C'est un gros piège. Et donc, je lui dirais, je te donne ce conseil-là, mais je ne veux pas que tu t'appesantisses sur ça. Uniquement. Voilà. Il faut pas que tu t'appesantisses là-dessus. Il faut quand même que la femme avec qui tu vas vivre te plaise. Que tu sois fier de dire, voici ma femme. Voilà. Ça, c'est la première chose. Comme deuxième chose, il faut que ce soit surtout une femme dont le caractère est compatible au tien. Attention, doucement, il y a des gens qui notent. Oui. Le caractère, la personnalité. Mais les carottes sont cuites, vous notez quoi? Voilà, oui, pour les autres. Qu'il y a une compatibilité entre vous. Deuxième chose, troisième chose, pardon, il faut que ce soit une femme. Il faut que ce soit une femme avec un testament avec qui il n'y a pas une grande différence d'âge. 4 ans, c'est bon. 4 ans, 5 ans. On a tendance à dire que les femmes vieillissent plus que les hommes. Pas grande différence d'âge. Après, on laisse la dame à la maison, on se sent encore jeune, elle a vieilli. Après les maternités, qu'est-ce qu'on fait, docteur? C'est là le problème. Le problème, Alex, c'est pas vous, c'est Alex. Donc, 4 ans. Alex, écoute là, Alex a son calepin là. Oui. 4 ans maximum. 4 ans, 5 ans. D'accord. Je peux te tolérer, enfin, je peux te permettre d'aller jusqu'à 10 ans. Non, j'ai pas envie d'opérer le choix pour lui. C'est pour ça que j'ai hésité. C'est tout comme. Franchement. Voilà. Ensuite. Donc, je lui dirais, faut pas que ton choix aille dans la gamme qui est au-dessus des 10 ans. Il y a un casting, mesdemoiselles, à la maison de... Et puis... Après, on va montrer la photo d'Alex. Oui. Je lui dirais, mon grand, choisis dans ta religion. Choisis dans ta religion. Je ne suis pas contre les mariages interreligieux, mais je te dis par expérience qu'il faut choisir dans ta religion. Okay. Et je lui dirais, mon gars, si tu as atteint un niveau doctoral, parce que c'est ce que je souhaite pour toi. En chimie nucléaire. Mais je ne dis pas que ta femme soit aussi docteur comme toi, mais il faut que ta femme soit quelqu'un qui a un niveau d'études dont tu n'auras pas honte. Un bac plus, combien? Non, pas forcément. Ça peut même être en dessous du bac. Mais parce que vous savez, la culture n'a rien à voir avec les bacs. Voilà, donc il faut que ce soit quelqu'un qui peut être autodidacte, quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie de devenir, qui est curieuse, qui a envie de grandir. Qui se sent bien dans plusieurs milieux. Quelqu'un qui a envie de grandir, grandir dans les connaissances intellectuelles, grandir dans l'équipement, grandir dans le développement personnel, avec etc. Qui vous pouvez déjeuner dans un grand palace, palace ou à Brome à côté. Par exemple, où on peut être partout. Polyvalent. Tranquille. Voilà, je lui dirais ça. Et je lui dirais, je te conseille de piocher dans la classe sociale. La classe sociale. Ah, les messages arrivent. Voilà. Oui, mais ce docteur-là, hein. il faut qu'on choisisse il faut que les classes sociales soient également compatibles. Bon, en Afrique, ici, les questions de classe sociale ne sont pas trop récurrentes, ne sont pas très importantes. Il y a quelqu'un qui dit, ce monsieur est sérieux, arrêtez-le. Non, on l'arrête pas, il continue, il a le droit de s'exprimer. C'est son expertise qu'il partage. Non, peut-être que les gens disent ça. Vous savez, les questions de couple sont les questions les plus passionnées, les plus passionnantes. Donc, tout le monde est expert. Et c'est une erreur. J'aime bien ce docteur, il est très réaliste. Lui, au moins, il dit les choses clairement. Dans les Ivoiriens, voilà. Les partisans, tout le monde est expert dans les questions de couple. Et c'est vraiment désolant. Pourquoi? Parce que, vous savez,
il n'y a personne qui va à une école où on apprend à vivre avec une femme ou avec un homme. On n'apprend pas ça à l'école. Donc chacun de nous rentre dans le couple en croyant qu'il est expert. Il n'a pas besoin, les gens se disent, je n'ai pas besoin d'apprendre de qui que ce soit. Et quand ils se retrouvent dans le couple, ils se rendent compte qu'il y a des difficultés qui les rattrapent en réalité. Et ces difficultés-là, ils ne sont pas prémunis contre ça. Malheureusement, on se retrouve là à pleurer pour des questions en principe qu'on aurait pu éviter tranquillement si on avait pris un minimum de temps pour se préparer au mariage. Vous ne croyez pas au coup de foudre, alors, docteur? Justement, le coup de foudre. Je crois au coup de foudre, ça arrive. Au foudre coudre. Non. Les deux sens, ça passe. Je crois au coup de foudre. Enfin, les gens en parlent. Mais moi, je dis, je ne choisirai pas mon épouse sur la base du coup de foudre. Peut-être si je ne suis pas mais ça marche, n'est-ce pas, Marco? Si je ne suis pas chrétien, que j'ai envie d'avoir une aventure d'un soir, je peux m'enticher d'une dame pour qui j'ai un coup de foudre, ça peut marcher. Je suis en train de dire qu'on n'est pas en train de parler de partenaires d'un jour ou d'une semaine. C'est pour la vie. On n'est pas dans un contrat à durée déterminée. On est dans un CDI. On est dans un CDI. Et le CDI ici, on parle, moi je dirais un CDE. Un contrat à déterminer, un contrat à durée éternelle. Oui. On est dans un CDE. Donc, quand on doit rentrer dans un CDE, on ne va pas avec des critères qu'on choisirait pour un CDD. On peut migrer tout doucement du CDD au CDI, puis au CDE. Ah, vous savez, c'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Hein? Le mariage, en fait, c'est un peu comme la vie. C'est l'un des exercices, c'est l'un des devoirs qu'on fait sans brouillon, en fait. Il n'y a rien qu'on fait avec la possibilité de brouillon, c'est-à-dire on peut faire des erreurs et les rattraper facilement. Madame Kouassi, s'il vous plaît, il a raison, c'est sérieux, c'est pour la vie. Il faut vraiment, je suis d'accord avec le docteur. Coucou à Madame Kouassi, téléspectatrice fidèle de la matinale. Donc je suis en train de dire que quand on doit opérer, j'ai perdu le fil de mes idées. C'est normal. Oui, par rapport c'est parce au que choix, c'est la fin. Quand on doit opérer, c'est pour le CDE, en fait. Le CDE, contrat à durée éternelle. À durée éternelle. Donc on n'a pas de brouillon. Il n'y a pas de brouillon, voilà, il n'y a pas de brouillon. C'est en direct, là, il n'y a pas de différé. Voilà. Quand il y a une erreur qui intervient, il y a la possibilité peut-être de rattraper l'erreur, mais le fait est que ça laisse des séquelles, en général indélébiles. Wow. Et il y a des problèmes, les gens vivent des problèmes d'ordre psychologique. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes de santé qu'on vit parce qu'on a des problèmes d'ordre psychologique. Et ces problèmes-là, en général, prennent leur source et leur naissance dans le couple. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui est hyper stressé à la maison avec un mari qui est jaloux, d'une jalousie compulsive. Ou une femme qui est maniaque. Maniaco-dépressive, par exemple. Vous avez ce genre de choses-là. Non, enfin, je dis ces choses-là pour rigoler un bout. Mais quand vous avez ces problèmes-là dans le couple, ça a une influence sur votre profession. Vous ne pouvez pas être à l'aise. Vous ne pouvez pas venir rigoler ici avec votre collègue. Par exemple, parce qu'à la maison, il y a des problèmes. Ça. Même si vous avez envie d'éviter ces choses-là, vous dépérissez à vue d'œil. Tout le monde vous voit, on vous dit, mais Marco... non, prenez sur quelqu'un d'autre. On dit, bon... Non, mais lui, on dit, monsieur... Madame Kovo, il s'occupe bien de lui. Hein. Monsieur Gilbert. Je préfère. Mais, alors, donc, Alex... J'espère qu'Alex a bien noté, et au-delà d'Alex, toutes les personnes ont bien noté. C'est vrai qu'on en parle comme ça avec un ton, peut-être qu'on peut trouver relâché, mais c'est très important parce que c'est pour la vie. Il faut dire les choses. Et à Matin Bonheur, on dit toujours les choses. Désolé, c'est fini, on aurait tellement voulu vous garder, mais la discussion se poursuit après. À la maison, bien sûr. Voilà. En tout cas, on espère que le docteur vous aura donné des pistes dans le choix de votre conjoint. Faites le bon choix et puis soyez heureux dans vos différents ménages. Merci pour votre participation aujourd'hui. On se revoit demain. Merci beaucoup. Et vive le docteur. Oui, docteur, dites-moi tout.